reçoit deux personnes qui ont travaillé tous les deux sur Camille Claudel. Il y a donc Florence Creton, que certains connaissent et qui a déjà été publié chez nous, qui a entre autres là travaillé sur Camille Claudel, Nos enfants de marbre. C'est une fiction épistolaire. Elle expliquera comment elle a travaillé dessus tout à l'heure. Et nous avons de l'autre côté un travail aussi, important sur, par contre, une autre approche, le mystère de Camomille. D'ailleurs, j'interrogerai tout à l'heure par rapport au titre, parce que Camille Claudel, elle n'était pas si calme que ça. donc, Danielle Dravet, qui elle, par contre, est j'ai marqué là en plus, psychologue clinicienne psychanalyste, alors que Laurence est doctoresse lettres enseignante à Valence aussi. Donc je vais demander juste en quelques mots qu'elle se présente et dans un premier élan, peut-être qu'elles nous disent pourquoi elles ont travaillé chacune sur ce personnage, sur cette personne de Camille Claudel. Donc pourquoi elle et pourquoi pas une autre personne. Alors, je vais peut-être d'abord commencer par Laurence, allez. Alors, vous m'entendez? Oui, ça va. Bonjour. Alors, comme on parlait justement personne et personnage, pour moi qui écris une fiction, Camille Claudel, c'est d'abord et avant tout un personnage. C'est un personnage de fiction. Bien sûr, j'ai travaillé j'ai fait des recherches, j'ai lu des biographies, j'ai lu aussi l'œuvre bien sûr de Paul Claudel. Mais avant tout, pour moi, ce qui était intéressant, c'était que c'était un personnage qui se prêtait bien à la fiction. Vous connaissez, je pense, les adaptations au cinéma avec Isabelle Adjani ou plus récemment avec Juliette Binoche dans le rôle de Camille Claudel. Et je ne suis pas la seule, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit des fictions à partir de Camille Claudel. Donc pour moi, c'est véritablement un personnage. Après, tu as dit des choses pour me présenter, mais pour quelle raison j'ai choisi ce personnage? Bon, il y en a beaucoup. Il y a surtout cette interrogation, bien sûr, sur cette femme artiste qui a, entre guillemets, mal fini, donc mal portée et déportée, on va dire, d'une certaine façon par sa famille. Et donc ça me touchait particulièrement de travailler sur cette femme et ses rapports familiaux compliqués. Moi, je suis enseignante de lettres. J'aimais beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé Paul Claudel, mais en tant que frère, en tant que frère de cette sœur difficile, je trouvais son attitude terrible. Donc, je voulais explorer aussi les rapports familiaux et rendre hommage quand même à leur parcours. Ce que j'essaye de faire, quand même, ils sont très liés artistiquement. C'est-à-dire que Paul, bien sûr, a développé le théâtre et tout ça, le travail sur le théâtre, et elle, la sculpture, mais ils sont très liés par leur amour de Rimbaud, leur amour de l'Antiquité. Donc c'est ça qui m'intéressait, de voir un petit peu ces rapports entre le frère, la sœur. Voilà, moi c'était ça. Et puis c'était aussi donc Nos enfants de marbre, parce que à l'intérieur il y a quelque chose que j'ai développé qui est le thème de la maternité, qui est un thème qui me touche dans, on va dire, mon parcours romanesque en fait. Donc c'est la maternité qui m'intéresse. Merci. Alors Danielle, tout à l'heure justement on parlait de personnages, et c'est ce que j'ai cité en premier, et vous m'avez repris avec personne. Justement, il y a une différence. Alors, la question va être la même, donc effectivement, personnage, personne. Pourquoi avoir travaillé sur cette personne? Je vais reprendre simplement, et comment vous y êtes pris pour travailler? Pourquoi ce personnage? Ou cette personne? Alors, ça marche pas? Je sais pas. Vous m'entendez? Alors, en fait, l'histoire commence au moment où le livre d'Azadeh, donc le roman circule. Je suis à un moment de ma vie dans un stage, il se réveille en moi, à l'intérieur de ce stage, au regard théâtre, se réveille une transmission. Pas que qui m'avait été mis sur le dos. Je connaissais bien ce que c'était écrit, c'est l'interdit de la loi du secret dans une famille, je l'avais vécu. Et donc quand on parle de secret familial, on parle aussi de l'interdit
qui plane sur le désir, sur la pulsion de connaissance. On voit bien comment les journalistes, en Turquie ou ailleurs, se retrouvent en prison s'ils nomment les choses. Donc ça, je connaissais de l'intérieur. Et donc quand le livre d'Andebé est passé, ça m'a intéressé, bien sûr. Mais je dis toujours, grâce au fait qu'il n'y avait pas de photo de sculpture de Camille Claudel, c'est grâce à ça que du coup, j'ai eu envie de rentrer dans la connaissance par moi-même. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis embarquée dans la découverte de Paul Claudel, de Rodin, du cadre de Paul Claudel. J'ai vu tout de suite, d'ailleurs, que la sœur était déjà là dans une des premières pièces qui s'appelait Une mort prématurée et qui l'a détruit en partie et qui ensuite est devenue Fragment d'un âme. Donc, c'est pas tant cette personne-là, sur le moment, que, bien sûr, c'est à travers elle, mais c'était plutôt mon désir de connaissance qui était mis en jeu dans cette histoire. Et j'ai découvert récemment, je le savais, mais vous savez, il y a des choses qu'on sait, puis on en prend conscience après. Je réalisais que c'est exactement ça qui a hanté Camille Claudel, c'est-à-dire cette pulsion, ce besoin de connaître. Connaître, ça veut dire aussi se figurer qu'est-ce qu'il y a dessous les silences familiaux. Il y a une tension, il y a une ambiance tendue. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? Il se trouve que chez Camille Claudel, cette pulsion de connaissance, elle était très importante. Et c'est par le détour de la sculpture qu'elle a mis en jeu certaines choses, un travail de figuration. Et c'est tellement, ce qui m'a frappé, c'est que quand elle a été vraiment très en colère contre Auguste Rodin, les accusations qu'elle faisait, c'était justement sur le libre penseur. Le libre penseur, c'est un libre penseur huguenot, protestant, etc. C'est-à-dire ce besoin de comprendre qu'est-ce qu'il y a au-delà des apparences, qui est vraiment vital dans notre espèce humaine. Voilà. Donc pour moi, c'est ça qui s'est mis en jeu dans cette histoire, j'ai envie de dire. C'est sûr que, le destin de Camille Claudel a été central, mais donc mon désir a été d'avancer dans la connaissance de ce mystère. Mon ouvrage s'appelle Le mystère Camomille, parce que il se trouve que peu de temps avant qu'elle soit internée, il faut savoir qu'avant qu'elle soit, les trois quarts des gens le savent, mais avant qu'elle soit internée, elle s'était enfermée toute seule, à partir de 1903-4, elle s'était emmurée, elle clouait les portes et les fenêtres. Quand elle sortait, les clochards que vous voyez même pas, elle devenait une clocharde dans la rue, et elle passait des mois entiers dans la rue, etc. Après, elle a été internée, mais il y avait eu cet enfermement préalable. Donc, alors pourquoi ce titre, Camomille? Alors justement, j'en viens là, c'est que, très bien, merci pour le rappel. Donc, en fait, il se trouve que voilà que dans ce moment où elle était déjà très mal, ça faisait des années qu'elle était dans cette problématique, elle reçoit une lettre de son cousin, de sa cousine Henriette, qui lui annonce la mort de son cousin Henri. Il faut savoir que cette famille-là était très bienveillante avec elle. Et donc, ce qu'il y a de vraiment bouleversant dans cette lettre, c'est qu'elle répond donc à Henriette, à sa cousine, et on voit monter l'angoisse autour de la question de la mort. C'est-à-dire, c'est pas qu'est-ce qui a tué le cousin, enfin quelle maladie, etc. C'est qui est, en gros, c'était pas une mort naturelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on le voit hanté, on voit comment la mort est hantée par le fait qu'il y a quelque chose de louche par derrière. Il a été tué par quelque chose. On voit cette angoisse. On voit les angoisses monter et on voit comment elle se débarrasse de cette angoisse en incarnant elle-même la déesse Hécate, c'est-à-dire dans la mythologie, cette déesse qui est dans les carrefours de la vie et de la mort et qui préside aux hécatombes. À ce moment-là, elle dit, j'ai fait un feu dans mon atelier et j'ai jeté mes statuettes de cire, mes esquisses de cire et je me suis chauffé les pieds à la lueur de l'incendie, signé Camomille. Ça n'arrive qu'une seule fois, pour cette fête-là. Et ensuite, elle va apprendre peu de temps après, un mois et demi après, la mort de son père. On ne l'a pas prévenu, donc elle apprend du frère de ce cousin, le cousin mort, il s'appelle Henri, elle apprend de Charles, que son père est mort et enterré depuis 4 jours. Et donc, bien sûr, elle demande des précisions. Mais aussi, on voit là aussi monter, il y a un coup dans le dos, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi il est mort? Toujours la question de quoi il est mort. Mais comme si c'était toujours. Voilà. Et donc, c'est signé K.Mi.
Mais c'est les 2 seules fois où jamais, c'est les 2, ça signe ça. Comment toi tu t'es approprié ces personnages et comment tu as travaillé justement ce personnage de Camille Claudel avec le côté justement de l'héritage familial. Et je reviendrai après sur Daniel justement qui a travaillé là-dessus. Alors je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai effectivement fait pas mal de recherches évidemment des généalogiques. Après je ne suis pas remontée aussi loin que Daniel. Mais donc j'ai lu évidemment les biographies et j'ai complété le travail de l'écrivain, je pense, c'est plutôt de compléter d'une autre façon que les psychanalystes. D'une certaine façon, c'est évidemment les trous qu'il y a dans les biographies, parce qu'on peut vous dire que Camille Claudel était présente, par exemple, je lis dans une biographie, elle était présente à Guernesey, elle est allée voir la famille de Victor Hugo, point. C'est tout ce qu'on lit, on lit une ligne. On lit une date et une ligne. Elle est allée voir la famille de Victor Hugo. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse, c'est d'imaginer pour quelle raison elle y est allée, d'imaginer pour ce qu'elle a pu y faire, y penser. Donc c'est dans les interstices qu'on ne voit pas, donc les dates sont justes, évidemment je lui prête après des sentiments, des pensées qui évidemment sont imaginaires, voilà, mais il y a un travail différent. Alors il existe, tu en as parlé tout à l'heure, et puis ce qui m'intéresse de savoir c'est justement tous ces écrits qui existent, vous vous êtes basés l'une et l'autre justement sur quelle base? Quel a été votre travail justement comment avez-vous trouvé toutes ces recherches? Où les avez-vous puisées? Alors il y a d'abord eu, tout simplement, il y a d'abord eu bien sûr les œuvres de ces créateurs, ça a été clé pour moi, par exemple Paul Claudel, je me suis immergée dans le théâtre. Ensuite il y a eu les mémoires improvisées, absolument passionnants, c'est-à-dire les entretiens du vieux Paul Claudel, quelques années avant sa mort, avec Jean Amrouche, qui sont complètement passionnants, et de fil en aiguille, ça a été ma base, hein, pareil pour Rodin. Bon. Et puis après, j'ai cherché par un interbibliothécaire des éléments concernant, là je ne pourrais pas vous faire des citations, parce que ce sont des fragments même de livres, sur les racines, quoi, plus généalogiques. Hein. Mais quand même, ce qui a nourri vraiment, c'est les œuvres des créateurs, et puis je vous dis, ces entretiens de Paul Claudel, pour Paul Claudel et Rodin, ça a été, puisque ce livre il éclaire les 3 créateurs, il fallait vraiment que je sois habitée par tout ce petit peuple là, pour qu'il donne des éclairages. Et pour Rodin, il y avait Judith Cladel, qui était entre autres, hein, parce que j'avais lu d'autres biographies, mais c'était une amie de l'époque, et donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on est complètement dans l'époque de Rodin. Et donc c'est là que j'ai vu aussi que comment, parce que ça c'est une loi. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas du tout la psychanalyse, je l'ai déjà dit d'ailleurs, qui s'est embarquée là-dedans avec un savoir et qu'elle expliquerait des œuvres et des mystères à partir du savoir. Pas du tout ça, c'est quelque chose que je réponds. Je pourrais pas du tout faire ça. Et je dis toujours, en tant que clinicienne, c'est jamais mon savoir qui a éclairé quoi que ce soit, c'est uniquement, je dis toujours, pour moi c'est un travail d'obstétricienne, et c'était le patient qui m'enseignait, hein, c'est-à-dire que, donc tout ça pour dire que c'est pas à partir d'une grille psychanalytique, c'est à partir de l'écoute de ce que tout ce groupe et chacun avait à dire. Voilà. Donc je reviens un peu sur Laurence, je fais un tricot entre les deux. Donc tout à l'heure on parlait justement de personnages, de personnages, et justement quand on commence, je veux dire, ton ouvrage, c'est pour ça que je m'interrogeais un petit peu, quand on commence ton ouvrage, on a une citation de Louise Bourgeois. Chaque jour, tu dois abandonner ton passé, l'accepter, et si tu ne peux pas l'accepter, tu deviens sculpteur. Louise Bourgeois. Pourquoi faire Louise Bourgeois? En fait, elle était sculptrice aussi, donc des statuaires également. Et donc elle a... Bon, en fait, il y a... Je sais que la dernière fois qu'on a fait une rencontre, donc tu nous mettais au défi un petit peu, justement,
et ce que j'étais étonnée, bon, il y avait peu de monde qui avait lu encore ton livre, hein, certains l'avaient lu, mais juste, d'ailleurs, en site, la dédicace, c'était Louise Bourgeois. Il y avait déjà une bonne piste, personne n'a été capable de si je vous demande à brûle pour point de me citer actuellement 6, 7, peut-être même 5 femmes sculptrices en dehors de, je veux dire, contemporaines. C'est difficile pour les gens de citer. Allez, je vais faire un celui qui me... Alors, sans Wikipédia, etc., hein, je ne sais combien on fait là-bas, sans téléphone. Donc là, celui qui est capable, j'offre un livre. Non? Tant pis pour vous. Voilà, donc j'ai pris cette citation de Louise Bourgeois, bien sûr, parce que forcément on parle de Camille, on parle de l'importance du passé, forcément de ces secrets de famille qui ont lourdement pesé sur elle. Mais j'aurais pu prendre Louise Bourgeois, ceci dit, voilà, il faut reconnaître ses limites. Femme très tourmentée aussi par son père. Oui, je préfère nettement le 19e siècle, j'adore Debussy, je suis presque plus spécialiste du 19e et de la charnière du 19e et du 20e, donc très honnêtement, je suis restée dans mon terrain de connaissances et d'affinité particulière, on va dire. Après, Louise Bourgeois, oui, il y avait quand même aussi un rapport avec sa mère aussi très difficile, et Camille Claudel, on peut l'expliquer, si on résume tout, c'est une mère mal aimante, une mère maltraitante. Je ne dis pas que ça va forcément aboutir, j'espère pas, à la paranoïa comme a été Camille, mais paranoïaque effectivement, mais quand même un peu plus d'amour, un peu plus d'affection de la part de sa mère aurait évidemment changé la donne. Donc c'était ce rapport-là à la mère, donc encore une fois qui m'avait interpellée aussi chez Louise Bourgeois, qui a représenté des araignées monstrueuses. Donc la figure de la mère, elle la représente comme une araignée monstrueuse. Donc je trouvais qu'il y avait un écho, alors que bon, Camille Claudel, bien sûr, il n'y a pas d'araignée, ça a l'air d'un univers beaucoup plus lisse, même si derrière il y a quand même toute une torture intérieure, on va dire, une souffrance intérieure. Mais Louise Bourgeois, voilà, c'était un peu plus monstrueux, mais je pense que Madame Daniel, elle a travaillé le monstre, hein, justement, qui est à l'intérieur de Camille. D'ailleurs, pour citer Louise Bourgeois, et je vais d'ailleurs passer la parole d'ailleurs à Daniel sur le sujet justement du poids du passé justement sur chaque personne. On a fait l'année dernière, pour ceux qui étaient là, quelque chose sur la psychogénéalogie. On rejoint presque le sujet hein, à ce niveau-là. Donc Louise Bourgeois disait: la vérité, c'est que Freud ne fit rien pour les artistes ou pour le problème des artistes, le tourment des artistes. Un peu plus loin, elle dit: être artiste implique une forme de souffrance. Voilà pourquoi les artistes se répètent, parce qu'ils n'ont pas accès à un remède. C'est ce qu'elle écrivait dans Freud Story. Et ça, c'est Louise Bourgeois. Alors, la question peut être, justement, on va parler de psychogénéalogie, la répétition des situations, ou simplement, je veux dire, le vécu, est-ce que ça, justement, la famille a une influence? Alors, moi, je voudrais juste reprendre, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec la retraite. Mais bien sûr. Je voudrais juste reprendre, chaque jour tu dois abandonner ton passé ou l'accepter. Si tu ne peux pas l'accepter, tu deviens sculpteur. Je pense que c'est sur cette matière, au contraire, ce terreau d'héritage, qu'on transforme les choses. Donc, ce n'est pas une affaire d'acceptation. Par contre, pour revenir pour la mère, c'est sans doute le chemin que j'ai fait, c'est que, alors bon, ça serait long expliqué, mais il y a des choses que j'ai pu comprendre grâce, comme je vous ai dit, à Paul Claudel, entre autres. Il faut imaginer qu'à la source, la première source, parce que les sources, elles remontent très loin, elles remontent à la Révolution française, alors c'est pour vous dire. Donc la première source qui est traumatique, c'est quand même la mère des enfants Claudel, qui meurt ensuite de couche d'un bébé qu'elle vient de mettre au monde, qui s'appelle Paul. Et il se trouve que Paul Claudel, c'est pour ça que je dis que c'est eux qui m'ont donné les clés.
quand ils ont été obligés de partir à Paris à cause de la grande artiste, ma vie a été déchirée en deux, il se trouve que le grand-père mourait en hurlant dans le village parce qu'il était dans un état de souffrance de cancer qu'on ne soignait pas à l'époque. Et le petit Paul, sa mère l'avait amené, et le petit Paul s'ennuyait, en fait c'est pas qu'il s'ennuyait, mais il était là-dedans, et ça devait être assez terrible, et il flâne dans la bibliothèque du grand-père et il trouve La joie de vivre de Zola. La joie de vivre, c'est exactement ce que la grand-mère avait vécu à la génération précédente, c'est-à-dire la femme de ce grand-père qui est en train de mourir. Et donc, il me donne ça, Paul Claudel, c'est-à-dire que ce gamin, il raconte ça. Donc bien sûr, je dis la joie de vivre. La joie de vivre, c'est imaginer les accouchements à l'époque sans... à la maison, la gamine, donc la maman des enfants Claudel, elle a 2 ans et demi, elle voit l'affolement, les seaux qui sortent avec du sang, et puis le cri du bébé, et puis après elle apprend que sa mère est morte. Il faut savoir qu'une petite fille à 2 ans et demi, elle voit le ventre de sa mère s'arrondir, elle apprend qu'elle a un bébé, c'est obligé que ça fasse fait d'envie. Elle aimerait bien aussi avoir un bébé dans son ventre, c'est vivant, puis elle se demande sans doute d'où ça sort, peut-être qu'elle pense ce qui se passe avec elle. Tout ça, c'est une réalité psychique. Je la connais bien pour avoir assez entendu les histoires de mes patients et puis de moi-même. Et donc, à 2 ans et demi, le petit dieu, vous savez, le petit dieu Cupidon qu'on représente avec son arc et ses flèches là, il a tiré la flèche et la flèche a ciblé, la mère est morte. Dans la tête, je pense à la gamine de 2 ans et demi. Et par contre, elle a récupéré le bébé, l'objet d'envie, le bébé. Voilà que, donc bien sûr, personne n'a détrompé, il y a la solitude de la gamine de 2 ans, avec tout le monde, bien sûr, la tragédie de cette mère qui meurt en couche. Et avec le fantasme aussi, enfin c'est pas le fantasme, c'est qu'inconsciemment, l'un tient la vie, le petit Paul tient la vie, pas Paul Claudel, Paul Cerveau il s'appelle. Il tient la vie il a pris la vie à la mère et il tient sa vie, donc c'est une problématique bien spéciale. Imaginez que cette petite fille, qui a 2 ans et demi, quand elle devient mère à son tour, qu'elle porte son premier enfant, au bout de 15 jours, le fantôme de la mère morte est passé et elle lui met sa main sur la bouche et l'enfant est mort. C'est comme ça que c'est vécu dans le psychique. Et la chose la plus étrange et la plus bouleversante, c'est que quand Camille fait la cloto, après qu'elle se soit révoltée d'une grossesse, pas d'un bébé, d'une grossesse, donc elle a fait couler le sang, d'une certaine façon, elle fait une cloto qui a l'âge de la grand-mère, cette fameuse grand-mère morte ensuite de couche, qui sort du placard avec toutes ses toiles d'araignée, et qui est une vieillarde complètement, voilà. Or c'est ce fantôme-là qui se révèle. C'est pour vous dire ce qu'on fabrique dans la psyché, comment c'est efficient à travers notre histoire. Alors, moi, ce que j'ai envie de juste un peu parler dans cet ouvrage aussi, c'est un ouvrage à lire à tête reposée, qui est très, très, très documenté. Il y a en plus, je trouve, 2 choses qui, moi aussi, m'interpellent. Entre autres, vous avez juste et je vais glisser là-dessus, justement, la ligne un petit peu du temps avec toutes les sculptures qui ont été créées par Camille Claudel. Et vous avez en même temps aussi quelque chose que je trouve formidable, le calendrier de toute la famille avec tous les événements qui ont pu se dérouler. Donc ça c'est un petit peu plus loin de tout. Alors vous avez par exemple Auguste Rodin, puisque là on part sur 3 personnages, c'est donc 3 personnes, ou 3 personnes et non pas personnages, Auguste Rodin, Camille Claudel et Paul Claudel, et vous avez à chaque fois tous les événements qui sont là. Alors moi je vais glisser un peu sur l'œuvre un petit peu, parce que c'est quand même important que ce soit Auguste Rodin, mais surtout sur Camille Claudel, puisque c'était le sujet. Est-ce que justement, est-ce que déjà l'œuvre, le caractère et la vie de Camille Claudel, est-ce que ça a eu de l'influence réelle sur son œuvre? Qui veut répondre entre les deux? Allez-y. C'est incontestable. Ça, je le sais, mais oui, c'est ça dans ce que bon, madame vient de parler de Cloto, donc cette sculpture qui est effrayante, effectivement, de cette vieille dame, effectivement, mais c'est indissociable. Et puis, pour Camille, je pense, dès le plus jeune âge,
a trouvé ce moyen d'expression, c'est-à-dire pour d'autres choisiraient l'écriture, d'autres choisiraient la musique. Elle modèle la terre, elle a un rapport très charnel avec, c'est quand même sculpté, surtout pour une femme à cette époque-là, c'est bon, d'abord la terre, c'est très salissant, c'est quelque chose qui n'est pas très bourgeois, hein, c'est ce que justement je montre dans le livre. Elle prend des distances avec son éducation, elle a une éducation normalement assez bourgeoise, elle se salit, et ce que lui fait remarquer régulièrement sa maman qui lui dit tu viendras toujours tâcher avec tes saletés dans la maison, hein, donc c'est très... Et puis en plus elle met à contribution l'ensemble de la famille, c'est ça qui est intéressant aussi, elle fait participer les servantes, les domestiques, son frère, sa sœur, tout le monde contribue, puisque d'une certaine façon, c'est ça qui est aussi très fragile, c'est que tout le monde croyait en son talent. C'était celle qui était vraiment dominante dans la famille, elle a réussi à imposer sa loi. Et donc, pour revenir à ces sculptures, c'est son travail. Oui, il y a une interpénétration. Après, c'est très très long. Après, c'est aussi mon interprétation. Pourquoi elle est passée, par exemple, de formats qui étaient assez proches de ceux de Rodin, qui étaient des formats quasiment humains, c'est-à-dire comme Rodin, elle prenait des gens qui faisaient des sculptures qui faisaient 1m75, on va dire, donc c'était assez colossal. Puis elle est passée, quand elle s'est émancipée de Rodin, elle est passée des formats plus minuscules, si vous avez en tête au moins les causeuses qu'on voit au musée Rodin, donc ces petites sculptures qui font 30 cm, donc c'est à la fois une émancipation de Rodin, de cet univers du 19e siècle, c'est aussi une reclusion sur soi, sur l'intimité. Donc après, je n'ai pas d'autre interprétation, c'est une façon un autre parcours. Je choisis de m'exprimer autrement dans l'intimité de ces scènes qui sont quand même, comme Madame disait tout à l'heure, elle est marquée par ce qui est clos. Donc toutes ces petites sculptures sont toujours des carrés dans lesquels elle va mettre une scène qui en général est quand même assez traumatique. Si vous vous rappelez aussi la vague, donc on voit ces jeunes filles qui sont apeurées comme ça et la vague va arriver sur elles, ou ces femmes qui sont devant une petite cheminée en train de prier, c'est toujours très très troublant en fait. Donc oui, il y a un aller-retour entre évidemment ce qu'elle vit probablement et ce qu'elle sculpte, c'est évident. C'est évident, et surtout, par contre, quand on voit souvent, c'est les mains qui semblent implorer, qui semblent chercher quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toute son œuvre. Donc, moi, ce que je me pose toujours, c'est à chaque fois que je regarde une œuvre de Camille Claudel, que ce soit celle sous influence de Rodin et petit à petit, donc son travail qui est vraiment entièrement personnel, c'est justement cette recherche, cette quête qu'elle semble avoir en permanence. Alors, je reprends sur les mains. Effectivement, il y a une main qui est... C'est juste une main. Où il y a un creux qui est faramineux. C'est la main, quand on est tout petit, c'est fait pour saisir tout concrètement les choses, puis après on les saisit psychiquement. Mais on sent qu'il y a un creux faramineux pour saisir les choses. Ça, c'est sûr. Après, l'implication, l'impact de l'histoire personnelle, enfin l'histoire familiale, et donc sur la naissance de l'œuvre, je reprends ce que je disais tout à l'heure, parce que sinon on ne comprend pas. Cette maman qui projette sur la gamine qui vient de naître, après le bébé mort, qui projette l'enfant de malheur qu'elle a été, donc qui va avoir un regard sondeur. Ça arrive souvent entre les mères et les filles, c'est-à-dire sonder qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Je reprends ça parce que dans cette fameuse lettre signée Camomille, où elle s'inquiète de quoi est morte ce cousin, elle dit « Le sondage détermine la paralysie ». Elle dit ça par rapport à des sondages urinaires. Mais cette phrase, elle est clé. Parce que chacun de nous a été un enfant, et on sait bien que la façon dont un adulte peut nous sonder nous paralyse, nous saisit comme ça.
Donc pour Camille, il y avait cette espèce de suspicion, quoi. Qu'est-ce qu'elle fabrique, celle-là, dans son monde intérieur? Qu'est-ce qu'elle nous fabrique, quoi? Si bien que, voilà qu'au moment de la puberté, ça c'est un moment clé, au moment où je parle ça comme ça, où elle pisse le sang, puisqu'il n'y a aucune, bien entendu, tout d'un coup, le sang s'écoule, quoi, et il n'y a pas de parole là-dessus, sur le fait que c'est le sang de vie, quoi. Du coup, la suspicion qui était posée sur elle, ça devient glaçant des fois, comme si, ben, effectivement, je dis ça, c'est un peu gros, mais c'est la maison du crime, quoi. Je fabrique des trucs, c'est bizarre ce que je fabrique, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'elle se jette sur l'archive. Ça, je l'ai découvert, bien sûr, longtemps après. Et donc, elle se jette sur l'archive, et comme par hasard, entre autres de ces sculptures, elle fait le David et Goliath. Et le David, il a l'âge de Camille, et David, en fait, il va tirer sur Goliath. Je ne sais pas bien l'histoire dans le détail, mais ce que je sais, c'est que Goliath décimait les siens. Et David renverse ce géant qui décime les siens. Dans l'histoire familiale, c'est sûr qu'il y a quand même Prévert parlait d'esprit frappeur. J'ai adoré ça, parce que c'est effectivement, ça a frappé répétitivement. Donc, son imaginaire se lance sur une représentation de David et Goliath. Elle a l'âge de David qui renverse ce géant. Bon. Ce qui m'a frappé, c'est que le jour où j'ai réalisé que c'était au moment de la puberté que la main de Goliath qui erre dans le col ensanglanté, c'est la main d'une gamine qui erre sur son sexe et qui ramène une main pleine de sang. Et pourquoi j'ai fait le lien, c'est qu'aussi je réalise que la dernière sculpture est exactement la même hiéroglyphique, c'est-à-dire quand elle va faire percer Gorgone, la Gorgone est au sol, décapitée, et elle a exactement le même geste, la même main, c'est-à-dire la main gauche, qui erre sur les contours de ce col ensanglanté. Ce col-là, hein, mais... Donc de la première à la dernière sculpture c'était lié, et c'était en lien avec cet avortement. Donc tout ça pour dire que le sang était hanté. Je vous ai reparlé de la grand-mère morte ensuite de couche. Ce sang-là, sans parole bien entendu, mais qui avait été quand même la tragédie, parce que je parle aussi du couple des grands-parents, c'était une histoire assez tragique. Ce sang-là était hanté de mort. C'était pas un sang de vie. Et la tête qui manque, c'est la tête de la maman qui parle, bien sûr, qui explique que c'est les règles, c'est la loi de la vie. Tu vas porter, un jour tu pourras avoir un bébé. Pas de parole de ça, et puis tout se passe. Voilà. Donc ça, c'est quand même complètement lié à cette transmission. C'est-à-dire, voilà. Et donc toute l'œuvre est entre cette parenthèse du David et Goliath et du Persée et Gorgone qui est clos. Voilà, ce que je peux répondre à la salle. Alors on va revenir un peu sur la psychogénéalogie un petit peu, parce que tout à l'heure tu parlais, Laurence, justement, elle est allée vers la sculpture, vers la terre, vers justement la matière. Sa sœur était plus, même si c'était très mécanique, vers la musique. Son frère, donc vers bien sûr l'écriture. Ce jeu, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce jeu justement aurait pu être tout autre? Alors là, j'ai déjà imaginé, mais après on peut toujours. Oui. Non, mais est-ce que effectivement la position, parce que pourquoi Camille spécialement a été justement vers la sculpture, vers la pierre, vers l'onyx, même à un moment, elle a été dans l'onyx, qui est quand même quelque chose de très très difficile à sculpter. Là, je n'ai pas de réponse spécifique. Peut-être que je la vois, c'est ce que disait Daniel, je pense. C'est quelque chose qui vient probablement de son rapport qui doit être physique. Alors, je dirais presque masculin. Elle prend une place masculine dans... Elle est fille, mais on lui fait, de toute façon, c'est ce qu'a expliqué Daniel, c'est qu'elle s'appelle Camille. Donc Camille, c'était, au 19e siècle, c'était surtout un prénom masculin. Donc on lui donne ce prénom, comme l'a expliqué Daniel, parce qu'elle remplace l'enfant qui est venu quelques mois auparavant et qui est mort. Donc on voulait évidemment, encore une fois, un garçon, on tombe sur une fille. Donc on lui donne un prénom mixte. Et Camille, elle porte en elle, je pense, toujours cet enfant
garçon qu'on a voulu faire d'elle, et elle prend quelque chose qui est très masculin, comme, maintenant évidemment on ne devrait plus dire ça, mais oui, elle prend cet art qui est plutôt masculin à son époque. Donc je pense que c'est ça. Après, bien sûr, oui, sa sœur, elle joue de la musique, elle joue du piano, comme beaucoup de filles, jeunes filles bourgeoises vont apprendre le piano à cette époque-là. Et Paul, à vrai dire, il a un contact bien sûr avec les mots, ils ont été élevés par un précepteur à la maison, ils ont appris leurs humanités à la maison, ils ont fait du latin, ils ont fait du grec, ils ont été nourris de l'Antiquité. Donc il a le goût des mots parce qu'il a été dans cette culture, mais comme Camille Claudel, qui d'ailleurs sculpte des personnages de la mythologie, alors elle est aussi hantée par Shakespeare aussi, on pourrait dire, il y a aussi d'autres sources d'influence, bien sûr, mais elle est nourrie de mythologie, donc il choisit cette œuvre comme ça. Non, mais tout à fait. Enfin, c'était le côté masculin, le côté justement d'aller vers quelque chose de très dur, et le côté justement Camille, ce prénom de Camille, qui au niveau justement de sa promotion sociale, donc a presque été un handicap, j'ai envie de dire, parce que ça a été à un moment donné, à Camille, tout le monde la prenait pour un homme, alors que finalement elle a été dévalorisée dès qu'ils ont su que c'était une femme. À l'époque, j'ai attrapé des critiques, oui voilà, comment on traitait les femmes. Edmond Picard, entre autres, qui était un juriste et écrivain belge, était considéré à l'époque comme le grand gourou des avant-gardes, mais qui était aussi très misogyne. Écrivait dans la revue de l'art moderne. Il est un art dans lequel la femme excelle. C'est celui des choses qui n'exigent ni pensée profonde, ni grand sentiment, ni large virtuosité. Des fleurs, des natures mortes, des objets élégants, des scènes de genre paisibles, des paysages doux, des portraits d'enfants, des animaux gentils, et ainsi de suite. Celles qui s'appliqueront sérieusement et opiniâtrement à ces catégories y réussiront pleinement, nous n'en doutons pas. Le tort de la plupart, c'est de vouloir sortir de prétendre traiter les sujets réservés aux mâles, avec les procédés, de sortir, de prétendre, je suis en train de dire les procédés, les allures de mal. Alors apparaissent les œuvres que ces dames nous exhibent trop souvent et qui nous rendraient sévères pour elles si leur sourire que nous voyons ou que nous supposons ne nous désarmait pas toujours. Il est en peinture comme en politique des régions où vous serez malhabile, quoi que vous fassiez. Contentez-vous de votre parc réservé et bien pour les productions artistiques et ne vous laissez pas entraîner à l'aveugle et vaniteuse sottise de vouloir prendre le nôtre. Voilà, un critique d'art, Edmond Picard, qui était à ses côtés. Je vous dirai autre chose parce que j'ai autre chose. Daniel, autre chose. Oui, moi, pour moi, c'est pas l'histoire Camille Claudel, là, parce qu'elle a fait exception. Je voudrais reprendre ce qu'a dit Mathias Morat, qui était donc son biographe contemporain, et qui écrivait à Paul Claudel. Je vais vous lire juste cette phrase, parce qu'elle a été quand même vraiment reconnue de son temps. Oui, autre chose après différente. Et donc, Mathias Morat écrivait à Paul Claudel, c'était dans un échange épistolaire où ils avaient d'autres choses à dire, et puis il vient à Camille, et il dit « Mademoiselle, votre sœur vient d'avoir au salon du Champ de Mars un succès considérable. On peut dire qu'elle tient aujourd'hui une des premières places, sinon la première. » Puis il poursuit. Malheureusement, que de difficultés encore et qui tiennent à l'essence même de son génie. C'est-à-dire qu'il avait tout compris, qui tiennent à l'essence même de son génie. Et quand tout à l'heure, je disais ce passage de la puberté qui était hanté par un sang de mort, j'ai oublié de dire que c'était une façon, d'abord, c'était pas de la pierre au début, c'était de l'argile. L'argile, il faut savoir que matière, c'est la même racine que la mer. Donc là-bas, il y avait de l'argile et donc elle a donné forme. Ses premières sculptures étaient d'argile. Et c'est une façon de montrer, de prouver face à ce regard suspicieux sur ce sang qui coule, de dire ben non, j'ai le nom de vie, regardez, je donne la vie.
donc ça s'est construit là-dessus. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette œuvre, elle a été tellement bouleversante, c'est-à-dire qu'elle mettait tellement un tel génie pour que ça émeuve, que certains critiques ont dit, mais elle nous prend les tripes, quoi. Comment ça se fait que le ministre de la Culture ne la met pas plus en avant, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, elle avait le don, son œuvre était comme le cheval de Troie, je veux dire, pouvait pénétrer à l'intérieur des tripes. Et ce pouvoir-là, de l'œuvre, elle l'avait bien perçu, c'est-à-dire que quand ça flambait avec Rodin, du coup, elle a utilisé, son œuvre est devenue la pierre dans le lance-pierre de David. Au point qu'elle a même renversé, elle a même fait un croquis de Rodin qui partait à la renverse à voir les caricatures qu'elle avait faites. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au début, il y avait ce désir, tout simplement, de pouvoir traduire ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire sa capacité à donner la vie. Et la pierre est venue après, c'est sûr que, moi, ce que j'étais amenée à penser, c'est qu'une mer qui était de pierre, c'est-à-dire qui s'était glacée d'effroi, voilà, je préfère dire ça. Une mer qui était glacée d'effroi, qui du coup se cramponnait à toutes les tâches matérielles et se projetait sur sa fille. Du coup, il y a eu, je suis sûre, ce mouvement d'arriver à faire fondre les pierres les plus dures. Alors, quand je parlais tout à l'heure justement de ce critique, c'était pour parler du contexte ambiant. C'est sûr que là, je vois par exemple, il y en avait un qui adulait également, c'est Octave Mirbeau, qui disait, on dirait ma parole à entendre les critiques que son buste d'enfant, quand on parlait de son buste d'enfant qui était magnifique aussi, taillé par elle-même en plein marbre, est un joli ouvrage de dame et rien de plus, alors que c'est en réalité un vrai et puissant chef-d'œuvre. Voici une femme au cerveau bouillonnant d'idées, à l'imagination somptueuse, à la main sûre, assouplie à toutes les difficultés de métier, de statuaire. Une jeune femme exceptionnelle, sur qui n'est demeurée l'empreinte d'aucun maître. Donc même, à la limite, il dénigrait l'empreinte de Rodin. Donc comme quoi elle a trouvé son style, c'est surtout ça, et qui prouve que son sexe est susceptible de création personnelle. Voici une admirable et rare artiste enfin. Donc ça, c'était dans le journal du 26 avril 1996, Octave Mirbeau. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de nombreuses, je veux dire, reconnaissances. Mais moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est justement le côté de la difficulté d'être artiste à cette époque. Là, c'est peut-être plutôt Laurence qui peut peut-être en parler un petit peu. À cette époque, les femmes, justement, on est, rappelez-vous, c'est l'époque du début des suffragettes. Ça vous parle un peu, le début des suffragettes. Donc, on va commencer à voir les femmes qui vont vouloir un peu avoir les droits, et les femmes vont pouvoir commencer un petit peu à exister. Donc, peut-être tu peux en parler un petit peu de cette période où, justement, elle a essayé d'exister et de percer, d'avoir de la reconnaissance, ce qui n'était pas forcément évident. Oui, alors c'est ça qui moi m'a intéressée, puisque évidemment moi j'ai écrit en 2020 et que forcément on peut faire des liens avec la situation des femmes qui a beaucoup évolué, bien sûr, mais qui touche, enfin les artistes femmes sont toujours comparées, sont souvent comparées et donc connaissent encore des difficultés à s'émanciper. Il faut toujours en faire plus pour pouvoir se démarquer. Alors, on va dire qu'elle n'était pas seule à sculpter, hein, mais c'est vrai que c'était particulièrement masculin, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme milieu. En plus de ça, évidemment, Rodin prenait toute la place dans tous les sens du terme. Il était subventionné par l'État, il était très connu, très important. Donc, mais ceci dit, il faut reconnaître quand même, même si Keltonel, après, dans sa folie, l'a dénigré, enfin, tout de même, il acceptait donc, des hommes et des femmes dans son atelier. Je veux dire, il a soutenu des créateurs, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc, il est quand même plus ouvert que certains autres sculpteurs qui fermaient la porte aux femmes. Elle a fait aussi, donc j'en parle au début, on ne sait pas exactement combien de temps elle y est restée, l'Académie Colarossi, qui était à Paris, était une des premières académies à accepter les femmes aussi, et qui montrait d'ailleurs, il y avait des hommes nus qui posaient devant des femmes, ce qui était absolument impensable à l'Académie des Beaux-Arts traditionnelle, je veux dire. Donc, il
y a d'autres femmes qui se sont donc, présentées. Et bon, dans mon roman, j'ai pris donc cette autre jeune fille qui a vraiment existé, donc, et qui a partagé l'atelier avec Camille Claudel, donc, qui est Jessie Lipscomb, qui était une petite Anglaise qui était venue à Paris. Donc j'essaye de montrer comment cette Anglaise elle est venue à Paris, centre du monde culturel, pour apprendre de Rodin, pour apprendre de l'univers artistique de cette époque-là. Elle a fait son chemin et puis elle est revenue à son Angleterre finalement traditionnelle et elle n'a plus touché la sculpture finalement. Alors Camille ne l'a plus touchée parce qu'elle était interdite, mais cette Jessie finalement elle est re-rentrée dans le rang après cette période de jeunesse où elle a sculpté, où elle avait exposé d'ailleurs dans des musées aussi, elle était encouragée par Rodin. Donc c'est très difficile, c'est ce que j'essaie de montrer, la lutte entre l'émancipation et puis la tradition, quand vous voulez avoir un mariage des enfants et en même temps être une artiste, ça continue d'être difficile. Alors, on va peut-être continuer, sauf si Daniel veut tout de suite intervenir sur ça ou pas. Non, c'est bon? Sinon, on peut poser des questions si les gens veulent. Est-ce que vous avez des questions déjà? Ou pas? Oui? Quel est le nom de cette Anglaise? Alors, je viens de le dire, c'est Jessie Lipscomb. Alors, elle n'est pas très connue, mais justement, c'était ça qui m'intéressait, parce que donc, sur la couverture, vous la voyez, donc il y a Camille, vous la verrez de plus près, c'est une photo qui est très célèbre, mais on voit Camille qui sculpte et on voit une jeune femme au premier plan qui est à côté d'elle. Et c'était une Anglaise qui avait 2 ans de plus que Camille et qui a plus, c'est ça qui m'a intéressée quand j'ai découvert cette jeune fille, qui a vécu dans la famille Claudel, qui était hébergée chez les Claudel. Donc elle a vu de près la famille Claudel. C'est pour ça que j'ai imaginé une correspondance. Enfin, il en existe probablement une, mais moi je n'y ai pas eu accès, puisque donc déjà Camille, elle a brûlé une grande partie de ses affaires, y compris les correspondances, donc il ne reste que très peu de lettres. Et puis à ma connaissance, d'après tout ce que j'ai vu à ce jour, la famille de Lipscomb a gardé les lettres, mais elles n'ont pas été publiées. Donc après, moi je ne suis pas allée en Angleterre pour les chercher, les lettres, j'aimerais bien, mais voilà, c'est une jeune fille qui est restée donc, quelques années à Paris et qui a été dans l'intimité et qui a servi d'intermédiaire entre Camille et Rodin quand ils se disputaient, ils faisaient une petite médiatrice entre les deux. Elle a laissé, on va dire, j'ai très très peu de choses. Elle a peut-être une sculpture dans le musée de Londres, en fait, et puis une dans sa ville natale, c'est tout. Enfin, elle a quelques. Et qui sont assez inspirées d'ailleurs de ce qu'ont fait aussi à la même époque Rodin et Camille, qui se répondaient par sculpture interposée. Elle faisait des choses qui étaient, à mon sens, plus décoratives, très, on va dire, féminins dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, ce sont des bustes de jeunes femmes qu'on pourrait trouver au XVIIIe siècle, aussi très jolies, très joliment fait, mais ça n'a pas l'expressivité de Camille ou de Rodin. Alors, dans le livre, c'est vrai que donc, Camille Claudel, on voit toute cette correspondance qui monte en puissance aussi vers justement cette paranoïa qui arrive au fur et à mesure. Alors là, peut-être je vais me tourner vers la psychanalyste. Donc éventuellement, est-ce qu'il y a pour vous quelque chose de logique qui a fait que Camille Claudel est arrivée vers cet enfermement puisque vous savez tous, elle a été dans la fosse commune, donc à Antwerp, donc à l'hôpital. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose de logique qui était plus ou moins inscrit, ou est-ce que c'est simplement sa vie qui a fait que... Moi, ma position, si je me pose la question, c'est elle était vraiment folle à lier ou pas. Mais, alors c'est pas la psychanalyste encore une fois qui va répondre. Non, il n'y a pas de... C'est simplement que, au niveau peut-être du chemin de pensée, comme je vous ai dit, elle se lance dans la sculpture pour détourner un regard de son œuvre et prouver qu'elle a le nom de vie, comme s'il fallait le prouver, quoi. Et à partir de ce moment-là, elle s'embarque, et comme elle a
d'Eugénie, c'est complètement évident, il va y avoir une reconnaissance. Et du coup, elle se retrouve, voilà qu'elle va se retrouver dans l'histoire de Rodin. Il faut savoir que c'est pour dire tous les ingrédients qui vont faire que c'est comme si elle avait pris une porte de sortie, elle avait pris la tangente, et ce destin, enfin quelque chose qui a été persécuteur au départ, va la rattraper. C'est surtout ça. Donc elle va s'embarquer avec Rodin, et elle va s'embarquer, bien sûr, avec cet homme qui a une compagne, qui est une... Souvent elle est parlée de façon méprisante, ce que je n'aime pas du tout, parce que c'est une compagne des premiers jours. Et bon, elle s'appelle Rose, comme par hasard. Parce que là, le prénom, il faut savoir que le prénom Rosalie, puisque Camille s'appelle Camille Rosalie. Hein. Il hante l'histoire, il hante l'œuvre de Paul Claudel. Donc bref, elle se retrouve face à ce couple. Et donc, d'ailleurs, dans les lettres de Laurence, c'est présent. Elle va se retrouver finalement, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, et c'est pas facile. C'est comment des éléments d'une histoire passée qui ont été vécus psychiquement vont se rejouer là dans le réel à la génération d'après. C'est-à-dire qu'elle se retrouve comme celle qui fout la merde, j'ai envie de dire, pour parler, c'est-à-dire celle qui vient au milieu du couple et qui finalement séparerait le couple. Ce qui était quand même dans la pensée, dans le vécu de cette petite fille de 2 ans de la mère, hein, qui voit sa mère mourir en bouche alors qu'elle avait sans doute été dans une attaque envieuse par rapport à ce bébé qui les a envies. Bon, Camille se retrouve dans ce face-à-face, donc dans quelque chose qui est quand même d'autant plus traumatique qu'à l'époque, de toute façon, elle s'était embarquée avec cet homme qui avait l'âge quand même, il faut savoir que Rodin avait un fils, et qu'elle a l'âge du fils de Rodin, hein, donc elle se retrouve embarquée là-dedans, et il ne veut pas, finalement il ne l'honore pas, c'est pas finalement, je pense que de toute façon c'était clair dès le départ, il ne l'honore pas d'un mariage qui aurait blanchi ce qui se passe. Alors tout ça c'est visible dans son œuvre, parce qu'elle a fait une peinture du mariage de sa sœur, Madame de Massary, qui est hallucinante. Là j'ai fait vraiment un travail de déchiffrage des différents plans. C'est hallucinant parce qu'on voit que sa sœur, elle a la robe blanche, et comment dans l'arrière-plan, il y a même quelque chose qui est de l'ordre du feu incendiaire, hein, du feu de la passion, etc. Et donc là, il y a un moment qui est clé, qui est en face à face. Il faut savoir que la cloto qu'elle va faire après, c'est-à-dire cette Pâque de la naissance, comme je vous disais, qui remonte le temps, hein, qui renvoie, qui est complètement, qui sort du placard, etc. Il faut savoir que quand elle sculpte Rose, elle est la femme de Rodin, quand elle fait l'âge mûr, elle est en face à face, elle est à genoux, face à ce bassin qui est complètement exsangue, quoi. Il faut vraiment entendre, je crois que c'est plus difficile à notre époque, hein, parce qu'on est tellement dans quelque chose d'opératoire qu'on a du mal à penser que des choses hantent une famille et qu'à un moment donné, ça va prendre corps dans un scénario comme ça. Alors, donc ça, c'est sûr que ça a fait monter une persécution, c'est-à-dire d'ailleurs à un moment elle veut faire une sculpture et elle écrit son frère et elle dit des projets de sculpture qu'elle a. Entre autres, elle en a un qui s'appelle La Faute, et elle dit, elle est assise sur un banc comme ça, et il y a les parents qui font comme un corps commun, quoi, un bloc, et elle dit, une jeune fille, comment c'est, regarde ses parents, je ne sais plus comment elle met, mais en tout cas c'est la faute, quoi. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que on sent que là, à partir de ce moment-là, quelque chose est joué, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si cette faute qui hantait le groupe familial, elle lui avait donné corps. Alors, je vais juste vous prendre, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment toutes ces personnes qui m'ont guidée sur mon chemin. Et Paul Claudel dit quelque chose de passionnant au niveau des transmissions. Il dit les parents lèguent à leurs enfants non pas seulement certaines aptitudes à l'égard d'un certain milieu social, mais une œuvre à continuer, mais des conséquences à recueillir, mais des germes à développer, mais en un mot, un certain rôle inachevé dans un drame dont le scénario qui comportait l'intervention à un moment donné de certains acteurs continue après leur disparition à se dérouler. C'est-à-dire que les enfants sont condamnés à jouer la suite de l'histoire jusqu'à son terme. Si bien que quand Camille Claudel
expire mon petit Paul. Qui est-ce qui expire mon petit Paul? Alors que cette mère, Louise Rosalie Cerveau, expire au moment où elle vient de mettre au monde un petit Paul, Paul Cerveau. Dans quel scénario? Et Paul Claudel, il a donné plein de clés. Et donc c'est eux qui ont été les deux acteurs du drame. Parce que quand Camille est partie à Paris, alors là vraiment je conseille les mémoires improvisées, c'est complètement passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que, je ne sais pas si la mère a dit que se salissait, parce que les gamins ils étaient tout le temps dans la nature. Il n'y aurait pas de Paul ni de Camille Claudel en dehors de Villeneuve-sur-Fer, s'ils n'avaient pas vécu là-bas. Moi j'y suis allée là, pour voir, il y a des photos de la GN, l'endroit où ils devaient aller. C'est évident qu'ils ont été pétris de cette nature. Et puis tout d'un coup, donc sauvage aussi, sauvageant, avec même un rapport de séduction, peut-être même incestuel, on va dire, sûrement. Et puis voilà, tout d'un coup, la grande artiste fait que tout le monde s'en va à Paris, et puis que le groupe familial est séparé, que le père était obligé de rester pour gagner la vie, et que donc lui se retrouve avec ces trois femmes, la mère, la sœur, Louise, et puis Camille, qui finalement mène le monde, quoi. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait le frère? Il faut savoir que plusieurs fois, il a eu des moments d'effondrement. Il y a même eu un moment, après la Chine, enfin un épisode où il était au bord de la noyade. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte les tréteaux du théâtre et il met en scène. Il met en scène la mise à mort de cette sœur. C'est sa seule âme. En gros, c'est pas la mise à mort, c'est jeter à la vie. Tu verras un jour, tu vas voir un jour, tu vas trébucher. C'est son théâtre. Et ce qui est de passionnant, c'est que quand il a fait le soulier de satin, non, ça parce que je suis allée le voir à Avignon, je ne sais plus comment il s'appelle celui qui a ça déjà, une nuit entière le soulier de satin, joué de façon merveilleuse. Ben, qu'est-ce qu'il met en scène dans le soulier de satin? Il met en scène l'ancêtre qui garde la porte, la statue qui est la gardienne de la vertu familiale, et en fait c'est la grand-maman qui est morte ensuite de couche, et il le met dans le soulier de satin. C'est-à-dire que cette espèce de statue du commandeur, cette mort cette mort qui a hanté la famille, donc ça c'est l'inconscient. L'inconscient sait certaines choses, et il les met en scène, mais si je parlais avec lui, il n'aurait pas réalisé obligatoirement. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est qu'il y a un savoir inconscient qui travaille le créateur, et que le créateur doit à tout prix lui donner forme. C'est passionnant tout ça. Et ça nous apprend sur nous, parce qu'en fait, on peut s'interroger justement ce travail que nous, est-ce qu'on a un travail à faire, à continuer donc là, il y a juste un petit dépliant d'ailleurs, c'est Daniel qui l'a mis en place avec tous les différents visages, entre autres de la vie de Camille. Et vous pouvez le retrouver sur le stand de l'Ardi, où vous pourrez continuer éventuellement cette rencontre. Et on va juste donc conclure entre la fiction. Ah, une question. Oui. Vous expliquez tout à l'heure, finalement, si j'ai bien compris, l'artiste est porteur de l'héritage familial, et donc par son œuvre, il vient traduire quelque part qui suit la route ou le chemin qui a été tracé par ses ancêtres. Alors, ce que c'est pas tout à fait ça, c'est surtout l'héritage. La question, on hérite. On ne vient pas, on risque d'aller dans un monde où on va fabriquer des gens avec des miettes de corps. Bon. Mais en réalité, on vient d'une histoire. Et on hérite de cette histoire. On le dit en génétique, mais en psychologie, il y a des gens qui ont fait le travail et qui disent, mais ça fait toujours un peu bizarre et c'est pas encore bien admis. Donc on hérite de cet héritage et il faut en faire quelque chose. Alors, finalement, ma question, c'est l'artiste est porteur de cet héritage qui vient déposer dans son œuvre, quelle que soit-elle, peinture ou sculpture, et comment est-ce qu'il doit s'en tenir à cet héritage-là, ou il doit le sublimer et passer à autre chose? Est-ce que première étape est voilà, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce que c'est sa première étape, c'est finalement poser le message qui lui est donné de ses ancêtres, pour, comme peut-être vous avez dit, c'est la vie, elle doit honorer la vie, mais pour en faire quoi finalement? Oui, mais là c'est posé comme quelque chose qu'on pourrait résoudre comme ça. En fait,
il n'est même pas conscient qu'il y a des nécessités fait loi. Hein, c'est-à-dire, voilà, je viens d'avoir mes règles, il y a ce sang qui est complètement... non, on n'en parle pas, je me jette sur l'argile et l'argile est une bonne mère. Et donc elle se laisse modeler. Donc il y a nécessité. Et puis on est pris sur cette voie. Mais on ne sait pas. D'ailleurs, moi quand j'ai eu le prix, Mariette Roux, il y a un des personnes du jury qui m'a dit si Paul Claudel avait pu, si vous avez eu comme analyste, il aurait appris beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, le créateur ne fait absolument pas. Il le fait par nécessité. Quand Paul Claudel dresse les tréteaux du théâtre, met en scène une mort prématurée, c'est son premier scène. Vraiment, enfin, il y a eu des petites œuvres, mais c'est vraiment celle-là la première. Il sait que c'est autobio, et intuitivement, il sait que ça a à voir avec sa famille, et l'emprise une partie, parce que trop autobio familial, et ça s'appelle fragment d'un drame. Donc c'est nécessité fait loi, et il n'y a pas à gérer une transmission. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas être dedans et dehors. On ne peut pas être pris par quelque chose et essayer d'en faire quelque chose. C'est tripal, quoi. Il y a quelque chose qui doit prendre forme, chacun selon sa forme. Paul Claudel, c'est le théâtre, ça va être très important. Parfois, le travail de création peut permettre l'élaboration de... Oui. Parfois, Oui. Sûrement. Dans l'élaboration de la problématique Sûrement. de vécu. Oui, sûrement. Là, je pense que c'est... Alors, je pense que chacun pourra, donc, soit au stand de l'Ardi, soit éventuellement au stand de la librairie et ensuite, donc les éditions et ensuite, échanger et continuer donc, cet échange qui est très intéressant, qui nous a éclairé un petit peu sur justement Camille Claudel. Alors, vu avec... bon, il y a tant de choses à dire encore, hein, on pourrait rester du temps et du temps, mais on a un petit timing avec des obligations par la suite. Donc Camille Claudel, Nos enfants de marbre, donc la vie de Camille vue par Laurence Breton avec un roman épistolaire qui se lit vraiment comme un roman basé sur des faits bien sûr artistiques réels, des dates, des déplacements, etc. Donc un gros travail qui a été fait aussi. Et bien sûr pour compléter et comprendre encore mieux le mystère de Camille, vous avez donc justement toute on dirait presque la psyché, donc, qui a fait donc, Camille Claudel telle qu'elle est là avec son environnement. Donc ça a continué. Juste pour vous remercier aussi d'être là, même si c'était pour... mais on va terminer par quelques notes de violoncelle comme nous l'avons commencé, voilà, pour nous réconcilier avec nos oreilles.